bonsoir, édition spéciale consacrée aux accords d'Abraham, à l'épreuve de la guerre qui oppose Israël au Hamas. Et cette image pour l'histoire, c'était le 15 septembre 2020, sur la pelouse de la Maison Blanche, Binyamin Netanyahou et les ministres des Affaires étrangères émiratis et bahreïnis signaient les accords d'Abraham. Quelques mois plus tard, le Maroc puis le Soudan rejoignaient le club de la normalisation. 3 années denses de relations prospères, avènement idyllique d'un nouveau Moyen-Orient soufflé par l'onde de choc du 7 octobre. Depuis, les nouveaux alliés d'Israël tentent difficilement un numéro d'équilibriste entre opinion arabe et partenaires israéliens. À Rabat et à Manama, les appels à la normalisation, à annuler la normalisation se multiplient. Abu Dhabi veut encore y croire, mais jusqu'à quand les accords d'Abraham survivront-ils à la guerre? Le Hamas et son suzerain iranien ont-ils réussi à saper le rapprochement israélo-saoudien? Ont-ils commis le péché originel d'enjamber la question palestinienne? Son retour brutal changera-t-il la nature des accords d'Abraham? On est ensemble pendant près d'1 heure avec nos invités en plateau et en duplex à Jaffa, à Dubaï, à Rabat, à Tanger et à Paris. Et pour cette première partie, on est avec Bastien Bory, notre correspondant à Dubaï. Bonsoir Bastien. Arnaud Larcher, professeur associé à l'Arabian Gulf University de Manama, depuis nos studios parisiens. Et à mes côtés, notre analyste maison, Dror Ben Sapir. Bonsoir à vous également. La parole, messieurs, est à vous dans un instant, mais avant tout, l'entrée en matière, elle est signée ce soir, Mathieu Winding. Jeu d'équilibriste pour les dirigeants des pays signataires des accords d'Abraham. Le jour du Shabbat noir, les gouvernements de ces pays ont publié des communiqués prudents et certains ont fait face à la gronde de la rue. Quelques heures après l'offensive terroriste du Hamas, les Émirats arabes unis sont fermes dans la condamnation de ce qu'ils nomment une attaque par le Hamas. Pour le pays signataire des accords d'Abraham, il s'agit d'une escalade sérieuse et grave. À Abu Dhabi, on est inquiet d'une escalade sérieuse et consterné par la prise d'otages de civils. Les Émirats luttent depuis des années contre les frères musulmans. Le Hamas n'y a jamais été vu favorablement. Au Bahreïn, le royaume a d'abord appelé au calme dans un communiqué. Ensuite, si au niveau étatique, on a constaté une économie de mots, à Manama, la rue s'est prononcée pour les Palestiniens. Le royaume dont les dirigeants sont sunnites et majoritairement chiites, et ses élites et ses dirigeants résolument tournés vers Washington et Jérusalem. Au Maroc, dernier pays à rejoindre les accords d'Abraham et rétablir ses relations diplomatiques avec Israël, le ministre des Affaires étrangères exprime par un communiqué sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza. Le pays condamne les attaques contre les civils, d'où qu'ils soient. Rabat doit également composer avec son opinion publique qui semble pencher pour les Palestiniens. En Arabie Saoudite, par un discret des accords d'Abraham, le prince héritier déclare qu'Israël est responsable de crimes commis contre les Palestiniens, mais une potentielle normalisation semble toujours sur la table. Anéantir la possibilité d'un profond rapprochement entre Riyad et Jérusalem est vraisemblablement l'un des buts recherchés par les terroristes du Hamas dans leur guerre contre Israël. Si Riyad a cette année renoué avec l'Iran et la Syrie, le premier exportateur mondial de pétrole a une diplomatie très complexe. Fin octobre s'est tenu dans la capitale saoudienne le Future Investment Initiative, et si la nature de ces rencontres annuelles est avant tout économique, des thèmes comme la diplomatie, la guerre contre le Hamas et les accords d'Abraham ont été largement abordés. Avant le 7 octobre, de nombreux désamorçages ont eu lieu qui ont apporté beaucoup d'espoir à la région, et nous ne voulons pas que les récents événements fassent dérailler tout cela. Nous faisons donc beaucoup d'efforts avec nos partenaires pour nous assurer que nous revenons à notre point de départ et que nous continuons sur la voie du développement. Du côté bahreïni, les déclarations sont plus vagues et ouvertes aux interprétations. Le ministre des Finances du Bahreïn a prôné plus de coopération régionale pour le cher. Ceux qui cherchent à détruire ne devraient pas participer à l'écriture de l'avenir. Invité au Forum économique, Jared Kushner, qui a œuvré à la signature des accords d'Abraham, garde une foi inébranlable dans l'utilité et le bien fondé de ces accords. Tout ce que l'on voit dans une conférence comme celle-ci, c'est que les accords d'Abraham sont bien vivants et qu'ils sont la bonne réponse à la radicalisation et à la privation des sociétés qui existent au Moyen-Orient depuis bien trop longtemps. Pour les détracteurs des accords d'Abraham, ces derniers constituent principalement des accords commerciaux plus que l'achèvement d'une paix véritable et durable. Reste maintenant à savoir si les accords d'Abraham survivront à l'onde de choc du 7 octobre.
Bastien Bory, malgré les condamnations, les appels à un cessez-le-feu, pas question pour autant pour Abu Dhabi de rompre les relations avec Jérusalem. Non, vous l'avez dit en introduction, il s'agit de faire à la fois plaisir à la population qui est assez largement majoritairement en faveur des Palestiniens ici. C'est pas valable que aux Émirats, aussi en Arabie Saoudite, au Bahreïn, au Koweït, etc. Même les pays qui ne sont pas signataires des accords d'Abraham. Il s'agit aussi de faire plaisir aux Israéliens parce que les Israéliens seront à terme les garants, en tout cas pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, les garants de la transition énergétique d'un pays aux très grandes ambitions et qui dépend encore à 50%, en tout cas de son PIB, des ressources pétrolières, ce qui paraît une aberration pour un pays avec de telles ambitions en 2023. Israël fera partie des garants qui apporteront l'énergie solaire, l'énergie nucléaire, etc. Pour ce qui est des Émirats, il s'agit aussi de faire plaisir au marché. Ça, on n'en parle pas assez, je trouve, puisque les pays du Golfe sont des poids lourds, pas les seuls pays dans ce marché-là, mais dans le marché énergétique. Et une guerre qui s'étalerait, qui se répandrait dans le Golfe, ou qui en tout cas annoncerait cette déstabilisation, ferait peser sur ces marchés énergétiques. Et puis enfin, il s'agit de faire plaisir aussi aux États-Unis qui attendent en retour de leur soutien aux intérêts géopolitiques qataris, aux intérêts géopolitiques émiratis, qui attendent en retour de ces pays des résultats. Et des résultats, notamment dans ce qui concerne notamment ce deal concernant les otages vis-à-vis du Hamas. Dror Ben Sapir, pour Mohamed bin Zayed, l'alliance avec Israël, c'est une alliance stratégique inébranlable? Il semblerait que ce soit effectivement le cas, parce que lorsque l'on prête une oreille attentive aux déclarations des responsables émiratis depuis le début de la guerre, eh bien on a véritablement le sentiment que dans le monde arabe, ce sont les dirigeants les plus compréhensif à l'égard des thèses israéliennes. Alors le fait que entre les monarchies du Golfe et la tendance Hamas, Qatar, frères musulmans, cet axe, rien n'a jamais été facile. C'est pas l'amitié qui règne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une concurrence féroce entre la mouvance frères musulmans et les monarchies du Golfe. Ça, c'est pas une nouveauté, qui peut expliquer d'ailleurs certaines des prises de position des dirigeants émiratis, mais véritablement, étant donné et lorsqu'on a à l'esprit ce à quoi Bastien Bory a fait allusion, à savoir la sympathie naturelle des opinions publiques dans le monde arabe, y compris dans les pays du Golfe, pour les Palestiniens, eh bien, on en apprécie d'autant plus ces prises de position de la part des dirigeants émiratis qui, manifestement, ont fait un choix et se rangent d'un côté plus que de l'autre. Il y a, encore une fois, la vieille inimitié qui caractérise leur relation avec les frères musulmans, avec le Hamas, avec le Qatar, etc. Mais il y a également très probablement l'expression d'un choix stratégique pour l'avenir du Moyen-Orient. Ouais, mais alors, début novembre, le Parlement du Bahreïn a annoncé de son côté la rupture des relations économiques avec Israël et le rappel de son ambassadeur. Arnaud Lacheret, bonsoir. Vous connaissez bien ce pays pour y avoir enseigné, pour vous y rendre régulièrement, pas seulement d'ailleurs, vous êtes régulièrement en Arabie Saoudite. Ce geste-là du Parlement, c'est un geste symbolique mais non contraignant. La Chambre des représentants bahreïnienne est une chambre plus d'enregistrement et qui permet de prendre un peu le pouls de l'opinion. Donc, y compris ces dernières années, elle a toujours été très opposée aux accords d'Abraham. Elle ne les a jamais validés ni acceptés. C'est une décision gouvernementale et de la famille royale qui est assez unilatérale. Et donc, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Globalement, la Shura, donc qui est l'équivalent du Sénat, et la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, sont des toutes petites chambres qui parlent beaucoup, mais qui en définitive donnent surtout des indications sur ce que la rue, si on peut appeler ça une rue bahreïnienne, souhaite. En revanche, il y a 3 jours, Salman bin Hamad Al Khalifa, le prince héritier, Premier ministre, et qui est en fait le véritable détenteur du pouvoir au Bahreïn, a dit quelque chose de très clair. Alors et c'est complètement aligné sur les positions émiriennes. On va l'écouter, si vous voulez bien, Arnaud Lacheret. On va écouter le Premier ministre du Bahreïn, le prince héritier et Premier ministre
ministre Salman Ben Hamad Ben Issa El Khalifa, qui dénonçait évidemment la situation intolérable dans la bande de Gaza, mais qui dans un même souffle appelait à libérer immédiatement les otages détenus par le Hamas. On l'écoute. Je condamne sans équivoque l'offensive aérienne qui a entraîné la mort de plus de 11 000 personnes à Gaza, dont 4 700 enfants. Je demande au Hamas de libérer les otages, les femmes et les enfants qu'ils détiennent. En échange, je demande aux Israéliens de libérer les femmes et les enfants qu'ils détiennent afin que nous puissions retrouver nos esprits et obtenir quelques jours de calme, quelques semaines, quelques mois, peut-être même des années. Arnaud Lacheret, est-ce que vous considérez cette déclaration comme une déclaration courageuse, compte tenu que, contrairement aux Émirats arabes unis peut-être, l'opposition au régime, principalement chiite, une opposition qui avait été réprimée au lendemain des printemps arabes, on s'en souvient, et qui avait dès le début dénoncé ces accords d'Abraham? Ah oui, c'est extrêmement courageux parce qu'il ne demande pas de conditions à la libération des otages. Autrement dit, c'est un alignement vers la position émirienne, un éloignement également de la position saoudienne. J'ai été personnellement assez déçu par la position de Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, qui dès le 8 octobre devenait très anti-israélien, alors qu'on se serait attendu plutôt à un geste magnanime, à ce qu'il prenne un peu de hauteur par rapport aux événements. Et justement, le prince héritier et le roi du Bahreïn étaient restés très discrets, laissant le Parlement, l'opinion, la rue, etc. en parler. Là, cette prise de position lors du Manama Dialogue, qui est un grand forum diplomatique organisé tous les ans à Manama, est vraiment très courageuse. Les quelques échos que j'ai eus de mes amis bahreïniens ne sont pas ultra positifs, justement, compte tenu de ce qu'il a dit, puisque la rue était vraiment chauffée à blanc. Les opérations, notamment de boycott, vont pleinement de boycott de sociétés soi-disant soutien d'Israël, on pense à McDo, etc., sont assez fréquentes en ce moment au Bahreïn à Manama. Et donc je trouve que le prince héritier, qui est plutôt une autorité très modérée, une autorité qui est pour le dialogue, etc., a réussi à trouver le moyen de réaligner Bahreïn et de remettre Bahreïn vraiment au centre des accords d'Abraham. Il ne faut pas oublier que le Hamas, comme le Hezbollah, sont des autorités complètement illicites au Bahreïn. Si vous prétendez membre du Hamas au Bahreïn, vous allez directement en prison. Absolument. On va s'intéresser à présent au cas de l'Arabie Saoudite. On disait la normalisation avec Israël imminente. Les massacres du 7 octobre visaient-ils à la saper? On pose la question à nos invités. Juste après ce sujet, il est signé Mathieu Winding. À portée de main, le 25 octobre 2023, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, Benjamin Netanyahou est très optimiste quant à la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Je pense que nous sommes à l'aube d'une avancée encore plus spectaculaire, une paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite. Une telle paix contribuera grandement à mettre fin au conflit israélo-arabe. Elle encouragera les autres États arabes à normaliser leurs relations avec Israël. Elle améliorera les perspectives de paix avec les Palestiniens. Elle favorisera une réconciliation plus large entre le judaïsme et l'islam, entre Jérusalem et la Mecque, entre les descendants d'Isaac et les descendants d'Ismaël. Quelques jours plus tôt, le prince héritier saoudien MBS évoque sur une chaîne américaine des négociations qui se déroulent bien sous l'égide des États-Unis. À Téhéran, on voit la relation grandissante entre Jérusalem et Riyad comme un coup de poignard dans le dos des Palestiniens. L'Arabie saoudite a pourtant renforcé sa présence diplomatique en Cisjordanie. En 3 ans, le réchauffement des relations entre Riyad et Jérusalem s'est accéléré. L'entrée de Bahreïn dans les accords d'Abraham fin septembre 2020 est inconcevable sans un accord tacite de l'Arabie saoudite. 2 mois plus tard, en novembre 2020, des rumeurs persistantes circulent sur un voyage éclair du Premier ministre Netanyahou à Neom, la ville futuriste de MBS en Arabie saoudite. Le Premier ministre israélien y aurait rencontré le prince héritier saoudien. Riyad dément, mais la presse israélienne présente le déplacement comme un fait confirmé. Si les compagnies israéliennes peuvent survoler l'Arabie saoudite dès la mi-septembre 2020, en mai 2023 ont lieu des négociations visant à autoriser des vols commerciaux directs entre Israël et la Mecque, afin que les musulmans d'Israël puissent effectuer le pèlerinage du Hajj. Le Premier ministre Netanyahou emboîte le pas du président Biden dans son projet concurrent à la nouvelle route de la soie chinoise et annonce un grand projet ferroviaire qui relierait l'Arabie saoudite à Israël.
Aussi bien du côté des États-Unis que d'Israël, une condition saoudienne dans l'accord de normalisation inquiète la demande de Riyad d'obtenir de l'uranium pour un programme nucléaire civil. En ce début d'automne 2023, la normalisation semble avancer. Une interview du ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen dans un journal en ligne saoudien fait beaucoup de bruit. En parallèle, 2 ministres israéliens sont officiellement invités en Arabie Saoudite. Mais sur place, à la veille du 7 octobre, la population saoudienne n'est pas convaincue. D'aucuns expriment même une certaine méfiance vis-à-vis d'Israël. Il me serait impossible de faire des affaires avec eux, mais je ne leur ferai pas de mal. À vous, votre religion, et à moi, la mienne. Personnellement, je ne souhaite pas me rendre dans ce pays. Je soutiens la cause palestinienne et la déclaration d'un État palestinien, comme le fait mon pays. Je salue et j'accepte certainement toute initiative visant à faire de mon pays l'un des premiers au monde et à le développer. Aujourd'hui, la position officielle de Riyad est de demander un cessez-le-feu à Gaza, de mettre en garde Israël contre une opération terrestre massive. La Maison-Blanche affirme, elle, que le royaume saoudien est encore attaché à la normalisation. Raven Sapir, en tuant 1400 personnes le 7 octobre au matin, est-ce que les terroristes du Hamas ont aussi donné la mort à la perspective d'un rapprochement israélo-saoudien? En tout cas, ils l'ont éloigné au bas mot de plusieurs mois. Maintenant, le rapprochement israélo-saoudien, c'était aussi pour l'Arabie Saoudite. C'est peut-être même surtout pour l'Arabie Saoudite le moyen d'obtenir des États-Unis ce fameux pacte de défense qui leur aurait permis de développer déjà un programme nucléaire civil, en tout cas dans un premier temps, et puis également de bénéficier d'un parapluie militaire sécuritaire américain tout à fait considérable et tout à fait important dans le contexte de la concurrence, bien évidemment, avec l'Iran. Alors, est-ce que dans les massacres du 7 octobre, il y avait une main iranienne qui a poussé le Hamas à frapper justement le 7 octobre, justement pendant cette période, alors que l'on parlait d'un rapprochement qui semblait aller assez vite entre l'Arabie Saoudite et Israël pour éviter que l'Arabie Saoudite n'obtienne ses avantages sécuritaires de la part de Washington dans cette concurrence face à l'Iran, c'est pas impossible. Est-ce qu'il n'y avait pas également de la part du Hamas et de la mouvance des frères musulmans dans la région, au-delà du Hamas peut-être, la volonté d'empêcher ce rapprochement, cette normalisation israélo-saoudienne? Parce que d'un point de vue théologique, d'un point de vue musulman, ça aurait eu une signification extraordinaire. L'Arabie Saoudite et tout le poids symbolique qu'elle a dans le monde musulman qui normalise ses relations avec l'État juif. Alors il y a toujours eu une concurrence entre la mouvance frères musulmans et la mouvance saoudienne wahhabite dans la compétition pour la mainmise spirituelle sur l'islam sunnite. Mais là, bien évidemment, la mouvance frères musulmans, symboliquement, aurait subi un coup qui aurait pu être fatal d'un point de vue symbolique et d'un point de vue théologique. C'est peut-être cela aussi que les terroristes du Hamas ont voulu empêcher. Arnaud Lacheret, la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite ralentit ou anéantit ? Oh, pas anéantie du tout. J'allais dire au contraire, non, elle est ralentie, c'est une certitude. La volonté de Mohammed bin Salman est de créer au Moyen-Orient une zone pacifiée et stable. Et c'est toujours passé par la paix, notamment avec Israël, et par des accords qui permettent justement de commercer avec Israël et de faire de l'axe israélo-saoudien un axe qui permet justement d'enrichir globalement le Moyen-Orient et de faire sa transition énergétique, sa transition, j'allais dire démocratique, pas tout à fait, mais au moins son ouverture libérale. Et je pense qu'il n'en démordra pas. Les péripéties, lui considère que ce sont des péripéties, ces massacres atroces, mais mine de rien, au bout de quelques mois, si les opérations finissent par aboutir à des résultats, je pense qu'on reviendra à la table des négociations parce que le plan de Mohammed bin Salman est très clairement d'obtenir une paix globale dans le Moyen-Orient et ça ne peut passer qu'avec un accord avec Israël. Ça explique ses relations nouvelles avec la Syrie, pays qu'il n'apprécie pas, avec l'Iran, dont on sait très bien que l'Iran est le moteur du conflit au Yémen avec les Houthis. Donc très clairement, il n'y a pas vraiment de raison
raison pour que, cette perspective de normalisation soit remisée. Ouais. Et Bastien Bory, il y a eu cette poignée de main historique entre Mohamed bin Salman et le président iranien Ebrahim Raïssi. C'était lors du sommet arabo-islamique la semaine dernière à Riyad, qui a beaucoup interpellé en Israël à l'heure où on parlait justement d'un rapprochement. Est-ce que c'est le signe peut-être d'un revirement de la diplomatie saoudienne ? Je pense absolument pas que ce soit un signe de revirement. Je crois qu'il y a dans l'esprit des Iraniens, et je leur fais pas injure de ceux qui nous regardent, qu'il y a une sorte de complexe de supériorité un petit peu des Iraniens sur les Saoudiens, parce que c'est un pays, l'Iran, qui est déjà beaucoup plus populeux, 90 millions de personnes, qui a une maîtrise des sciences beaucoup plus autonome et beaucoup plus grande que ce n'est le cas en Arabie Saoudite. Donc dans la tête des Iraniens, le rapport de force avec les Saoudiens n'a absolument pas changé. Ce n'est pas le rétablissement des relations diplomatiques en début d'année qui a changé quoi que ce soit. Il y a dans le Golfe Persique tout un tas de gisements de gaz que se disputent toujours, et pourquoi pas militairement à l'avenir, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Au Yémen, on l'a vu, les armes n'ont pas été déposées. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont encore bombardé plusieurs soldats de la coalition militaire saoudienne encore engagés, en tout cas à la frontière. Il y a eu des morts du côté des soldats bahreïnis. Bon, c'est un petit peu plus anecdotique, mais on se rappelle de ce match de football qui avait été annulé, reporté à cause d'une statue de Qassem Soleimani, général des gardiens de la Révolution islamique, qui trônait comme ça au bord du terrain, et que les Saoudiens ont repéré et ont donc annulé la participation d'une équipe saoudienne à ce match. Et puis il y a eu cette opération du 7 octobre qui a été menée évidemment par la Hamas, soutenue par l'Iran à distance, et qui a pour but de torpiller les accords d'Abraham. Donc je crois que cette poignée de main est à on va dire, plutôt anecdotique. On va parler, si vous voulez bien, pendant les 5 minutes qui nous restent de cette première partie, du jour d'après et de cette mission humanitaire sans précédent. 50 avions chargés de vivres, de médicaments et des blessés gazaouis évacués à Abu Dhabi. Les Émirats Arabes Unis qui n'hésitent pas sur les moyens. Aux manettes, Mohamed Dahlan, le nom de cet ancien cadre du Fatah, qui vous dit peut-être quelque chose, natif de la bande de Gaza, circule en tant que potentiel futur leader palestinien pour gouverner Gaza. Dror Ben Sapir, faut-il y croire ? C'est une question qu'effectivement beaucoup de gens se posent. C'est un nom qui revient régulièrement dans les conversations sur l'après-guerre, l'après-Hamas dans la bande de Gaza. Est-ce que Mohamed Dahlan, étant donné la légitimité dont il bénéficie, puisque vous l'avez rappelé, Cyril, il est natif de la bande de Gaza. Est-ce que Mohamed Dahlan pourrait reprendre pied dans la bande de Gaza ? Il entretient des relations qui ne sont pas si mauvaises que cela avec plusieurs personnalités du Hamas. Il n'est pas en odeur de sainteté du côté du Fatah, alors qu'idéologiquement, il est plutôt de ce côté-là. Ce n'est pas un islamiste, et il est considéré comme étant un petit peu le chouchou des Émirats Arabes Unis, avec tout ce que cela peut impliquer comme espèce sonnante et trébuchante. Et il faudra beaucoup d'argent pour reconstruire la bande de Gaza. Donc Mohamed Dahlan pourrait peut-être être considéré comme celui qui fait le consensus, qui pourrait être accepté par les Israéliens, par les États-Unis, poussé en avant par les Émirats Arabes Unis, avec une légitimité palestinienne, avec des relations plutôt correctes avec le Hamas. Ça, c'est peut-être pas un bon point pour Israël, avec des relations exécrables du côté de Mahmoud Abbas. Mais Mahmoud Abbas est un vieillard qui n'en a peut-être plus pour très longtemps, en tout cas au pouvoir dans l'autorité palestinienne. Donc Mohamed Dahlan, l'option Mohamed Dahlan, pourquoi pas, mais ce n'est pas le seul nom qui circule. Et les questions sont tellement complexes concernant l'avenir de la bande de Gaza, concernant la structure, l'entité qui pourrait éventuellement reconstruire, rénover et diriger la bande de Gaza, gérer la vie quotidienne de plus de 2 millions de personnes dans des conditions plus qu'on difficiles. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de candidats dans les starting blocks, mais effectivement, Mohamed Dahlan est un nom qui revient beaucoup. Arnaud Lacheret, est-ce que les pays arabes signataires des accords d'Abraham sont peut-être les mieux placés pour réfléchir au jour d'après, le jour d'après la guerre, et préparer peut-être une initiative de paix comme celle qui avait suivi la guerre de Kippour en 1973 entre l'Égypte et Israël ?
Alors, les pays signataires, je ne sais pas, les Émirats Arabes Unis, comme le disait Dror, à tous les coups. Il est très clair que depuis le début, Mohammed bin Zayed, donc le président des Émirats Arabes Unis, essaye de s'imposer comme la personne qui peut essayer de régler le problème. Clairement, en mettant des noms sur la table, en laissant sous-entendre très largement qu'ils financeront et qu'ils participeront financièrement à la reconstruction de la bande de Gaza, il est très clair qu'il joue de cette alliance avec Israël pour justement mettre un pied là-bas. Je pense que Israël a tout à gagner à justement faire confiance en cet allié. N'oublions pas, et je l'ai suffisamment répété, que en signant les accords d'Abraham, Israël a changé de division au sein du Moyen-Orient en passant d'un pays paria à un pays qui désormais jouait dans la cour des grands en termes de diplomatie. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir accepter que les Émirats Arabes Unis dialoguent avec l'Iran, que l'Arabie Saoudite dialogue avec l'Iran et la Syrie, etc., etc. Il faut accepter de rentrer dans un jeu qui est complexe. Et pour le coup, je pense que les Émirats Arabes Unis sont le partenaire idéal pour participer à la reconstruction, à une reconstruction palestinienne et arabe de la bande de Gaza, et pour être en quelque sorte un garant de la reconstruction et de la pacification de la bande de Gaza. Ça paraît assez évident. Ce sera le mot de la fin. Dror Ben Sapir, les accords d'Abraham ont enjambé la question palestinienne, considérant que c'était un conflit de basse intensité. Est-ce qu'il faudra maintenant faire avec cette cause palestinienne pour l'avenir des accords d'Abraham? Très rapidement, il nous reste 1 minute. Oui, parce que pour les opinions publiques arabes, elles n'accepteraient pas manifestement que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis n'interviennent pas, n'aident pas les Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. Dans quelle mesure ça va correspondre ou non aux intérêts d'Israël, qui seront avant tout sécuritaires, ce sera le maître mot, bien évidemment, dans les années à venir pour l'État hébreu. Ce sera peut-être effectivement conciliable, mais c'est pas certain. Dror Ben Sapir, Bastien Bory et Arnaud Lacheret, merci d'avoir été avec nous en direct pour cette première partie de cette édition spéciale consacrée aux accords d'Abraham à l'épreuve de la guerre. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pause. Nouvelle Fiat 600 électrique, la Dolce Vita augmentée. Désormais, Fiat étend le bonus écologique à 8 000 € et toujours pour tous. Nouvelle 600 électrique, des 259 € par mois seulement. Ma reine d'amour pour toujours. Mauboussin, ma reine d'amour numéro 1, 745 €. La réalité en Israël a changé le 7 octobre. Plus de 1400 Israéliens assassinés. Plus de 240 personnes kidnappées à Gaza. Plus de 20 localités détruites. Plus de 200 000 personnes ont été délogées et de nombreuses familles ont tout perdu. Le KKL a été le premier à transférer un soutien financier aux collectivités locales de la bande de Gaza pour faire face à l'urgence avec l'aide de ses amis en France et dans le monde. Parmi les projets importants menés par le KKL, l'aide financière aux autorités locales le long de la bande de Gaza.
l'évacuation des résidents vers des lieux sûrs, l'achat d'équipements d'urgence essentiels, des ambulances entièrement équipées pour sauver des vies, des activités éducatives pour les enfants des évacués et l'aide aux centres de résilience pour assurer un soutien psychologique aux enfants et aux familles qui ont subi de graves traumatismes. Avec votre aide, nous tendons la main aux habitants des localités en bordure de la bande de Gaza et redonnerons vie aux villes détruites. Israël-Hamas, les accords d'Abraham à rude épreuve, c'est le titre de cette édition spéciale. Si vous nous rejoignez, dans cette deuxième partie, on s'intéresse à un pays avec lequel Israël entretient une relation toute particulière, le Maroc, terre d'origine de près d'1 million d'Israéliens. Pour en parler avec moi en plateau, Olivia Abekassis, bonsoir à vous. Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et aux Nations Unies. Vous êtes né à Béjad, au Maroc, président de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Avant de vous donner la parole, on accueille également à Tanger le journaliste Jamal Amiar, auteur de ce livre, Le Maroc, Israël et les Juifs marocains. Vous avez également contribué à ce numéro spécial de l'Arche consacré aux Juifs marocains. Et puis, en duplex, depuis nos studios à Rabat, la journaliste indépendante Mouna Izdine. Bonsoir à vous également. Avant de vous donner la parole, messieurs, dames, retour sur ce rapprochement spectaculaire entre Israël et le Maroc opéré en 2020. C'est avec Olivia Abekassis. 22 décembre 2020, une date historique. À Rabat, le Maroc et Israël normalisent leurs relations diplomatiques lors des accords d'Abraham, une nouvelle entente soutenue et négociée par les États-Unis. Depuis, diplomatie israélienne et marocaine travaillent à renouer le fil du dialogue, un dialogue rompu en 2000, en pleine seconde intifada. À l'instar des accords touristiques signés avec les Émirats et Bahreïn, les avions des compagnies israéliennes atterrissent désormais sur le sol marocain. Le 21 janvier 2021, les deux pays signent un accord pour l'ouverture des vols directs entre Tel Aviv et Marrakech. 7 mois plus tard, le 25 juillet, 150 voyageurs israéliens s'envolent vers la cité balnéaire marocaine. Le 11 août de cette même année, c'est au tour de Yair Lapid, alors ministre des Affaires étrangères, d'être reçu par Nasser Bourita, son homologue. Une première pour un officiel israélien depuis 2003, et la visite de Sylvan Shalom, ex-chef de la diplomatie de l'État d'Israël. Les deux hommes signent une série de partenariats dans les domaines de l'énergie, le sport, l'agriculture et haute technologie. Le Maroc achète à la défense israélienne des drones de type Héron. Coût de l'opération, 50 millions de dollars. Un secteur encore renforcé le 24 novembre 2021, lorsque Benny Gantz, ministre de la Défense de l'époque, signe un protocole d'accord avec son homologue marocain. C'est le tout premier accord de ce type conclu entre Israël et un État arabe, qui ouvre la porte à une coopération plus fluide entre les responsables de la défense des deux nations. Le 18 juillet 2022, dans le cadre d'une série d'échanges et d'accords commerciaux, diplomatiques et militaires, le chef d'état-major Aviv Kochavi se rend en visite officielle au Maroc. Il devient le premier chef de l'armée à visiter la nation d'Afrique du Nord dans le cadre d'un voyage officiel. En septembre de la même année, c'est au tour de son homologue marocain de se rendre à la Kiria à Tel Aviv, le quartier général de la défense israélienne. Nouvelle étape entre le Maroc et Israël, les 26 et 27 mars 2023, à Sde Boker, un kibboutz dans le désert du Negev. Les partenaires des accords d'Abraham, Émirats arabes unis, le Maroc, Bahreïn, avec Israël et l'Égypte, tous affichent comme prévu un front uni face à l'Iran, leur ennemi commun, selon Jérusalem. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita appelle alors à insuffler une nouvelle dynamique au processus de paix vers des perspectives prometteuses au peuple de la région du Moyen-Orient. Après 3 années de rapprochement diplomatique et économique, le 17 juillet 2023, Benyamin Netanyahou annonce au roi Mohamed VI la reconnaissance officielle par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Une décision qui vaut au Premier ministre une invitation officielle au Maroc.
Vous êtes le bienvenu pour effectuer une visite au Maroc, à des dates à notre meilleure convenance mutuelle, à définir par la voie diplomatique. Cette rencontre permettra d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les relations bilatérales entre le Maroc et Israël. Une date qui reste à ce jour à confirmer. Yehuda Lancry, je sais que la relation israélo-marocaine vous tient particulièrement à cœur. Vous êtes vous-même, je le disais, natif de Béjad au Maroc. Comment vous avez réagi? C'est une question très personnelle. Quand vous avez vu spontanément s'organiser les manifestations pro-palestiniennes, voire anti-israéliennes, dans la rue de Casablanca ou de Rabat? Je pouvais m'en passer, bien évidemment, mais il faut être réaliste. Nous savons tous que dès le point de départ, ces accords de normalisation avec le Maroc comme les Émirats arabes sont tributaires de la qualité de la relation israélo-palestinienne. Des accords ancrage plus solides, comme ceux avec l'Égypte, la Jordanie, qui sont des accords de paix dans la complétude des relations diplomatiques, eux résistent mieux à des secousses, à des périodes de turbulence, comme celles que l'on connaît, des périodes de rupture violente à l'heure actuelle, que ces jeunes accords qui sont en train de se constituer de façon très prometteuse, mais qui restent quand même assez tributaires de la relation israélo-palestinienne. C'est une relation qui est jeune, mais qui est ancrée, je le disais, avec une histoire, un patrimoine historique, juif marocain, près d'1 million d'Israéliens qui vivent ici en Israël, qui sont originaires du Maroc. Est-ce que les Israéliens ne s'attendaient pas à un élan de solidarité un peu plus fort de la part des Marocains, au moins au 8 octobre, juste au lendemain des massacres? Bon, il y a la marocanité, c'est incontestable. Et les relations avec le Maroc, effectivement, s'enracinent dans ce socle d'histoire incomparable par rapport aux autres États arabes, notamment les Émirats arabes, qui ignorent tout de cette dimension particulière aux Juifs marocains et au Maroc. Alors, on s'attendait peut-être à autre chose, mais il y a les problèmes internes que le Maroc doit régir aussi. Il y a son opinion publique, il y a des partis politiques. C'est une monarchie très respectée par le peuple marocain, mais qui est une démocratie aussi, et qui doit permettre au peuple de s'exprimer. Alors, dans ce cas de figure, un parti politique qui s'est retrouvé dans la frustration totale pendant plus d'1 an, puisqu'il a été éjecté. Il a perdu le pouvoir. À plate dans les couture, islamistes, d'ailleurs. Lors des dernières élections, a sauté sur l'occasion pour essayer de se refaire une santé. Ouais. Donc ça fait un effet de boule de neige. Mais l'essentiel, c'est que le bureau de liaison marocain est toujours ici. La liaison aérienne existe. Nous avons Elle a été suspendue pour l'instant. Oui, les liaisons aériennes ont été suspendues. Comme font d'autres compagnies, comme Air France. Ouais, seuls les Émiratis, d'ailleurs, ont maintenu les vols. Je vais me tourner à présent vers Mouna Ezdine, journaliste marocaine depuis nos studios à Rabat. Mouna Ezdine, bonsoir. Le Maroc fait donc face à un dilemme, on l'a bien compris, maintenir le partenariat bilatéral avec Israël, et sans paraître en décalage complet avec une population qui, elle, semble avoir choisi son camp. Je ne sais pas si la population a choisi son camp, parce que souvent on entend ça, alors que la rue marocaine n'est pas monolithique. Les gens qui sont sortis ne représentent pas les 40 millions de Marocains. Ils représentent essentiellement le parti d'El Adoul Ihsan, qui est islamiste, certains militants du PJD, et une partie de l'extrême gauche. Alors non, ce ne sont pas tous les Marocains. Il y a des Marocains, bien sûr, sympathisants de la cause palestinienne, mais je ne dirais pas que la rue marocaine a choisi son camp. Je dirais que la rue marocaine est divisée. Ouais. En revanche, elle est unie autour de son roi. D'ailleurs, vous remarquerez aujourd'hui, après le discours de Khaled Michel, qui était destiné aux militants du PJD, et qui a osé s'adresser aux Marocains en leur demandant de faire preuve de désobéissance civile, en réclamant l'arrêt des accords entre le Maroc et Israël.
ce qui a été pas du tout admis par les Marocains, quelle que soit leur idéologie, quel que soit leur bord politique, parce que c'est une ingérence inadmissible. Oui, un discours effectivement qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui au Maroc. Jamal Amiar, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Le Maroc, Israël et les Juifs marocains, que vous avez contribué également à ce numéro spécial de l'Arche consacré aux Juifs marocains. La pression de l'opinion publique marocaine, est-ce qu'elle peut l'emporter sur cette relation privilégiée que Rabat a nouée avec Jérusalem depuis 3 ans maintenant ? La pression de la rue marocaine, bonsoir tout d'abord à vous et à vos invités. La pression de la rue marocaine va-t-elle faire céder la relation israélo-marocaine au jour d'aujourd'hui? Je ne le crois pas. Cependant, cela ne veut pas dire que la cause palestinienne et les images des bombardements quotidiens depuis 44 jours n'ont pas d'effet sur l'opinion publique, ça c'est sûr. La relation israélo-marocaine est basée sur des fondamentaux qui sont historiques, culturels, humains et de plus en dernières années, sécuritaires, militaires et économiques très forts. Ensuite, et sur le côté diplomatique, il y a le fait que le re-rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël est intervenu dans le cadre d'un accord tripartite entre le Maroc et les États-Unis d'un côté et le Maroc et Israël de l'autre. Et amener les relations maroco-israéliennes au jour d'aujourd'hui à la rupture signifierait d'abord risque de créer une situation diplomatique un peu confuse, et de l'autre côté, ça serait donner raison au Hamas, qui est un mouvement islamiste extrémiste, qui n'est pas voué à une solution à 2 États et qui est plutôt voué au contraire à l'annihilation de la présence juive en Palestine. Et donc donner raison au Hamas et à ses supporters, je pense que ça aussi, ça pose problème. Donc ça, avec les tripartites de l'accord, je pense que déjà sur le fond, c'est compliqué. Et sur la forme, les relations maroco-israéliennes ne datent pas de décembre 2020, elles datent de 20 et de 25 siècles, et sur le côté pratique, elles datent depuis les années 40 et 50. Yehuda Lancry, vous êtes d'accord avec ce que dit Jamal Amiar? Parce qu'on se rappelle qu'en 2000, le Maroc avait rompu ses relations avec Israël pendant la seconde intifada. Est-ce qu'on peut imaginer en 2023 un scénario identique? Ou bien est-ce que la reconnaissance du Sahara est la garantie de l'inébranlabilité de cette relation entre Israël et le Maroc? Alors, je rejoins mon ami Jamal, que je salue, quant à son analyse. Je pense que la relation maroco-israélienne résistera à cette rupture violente que nous connaissons ici et maintenant. Il est vrai que après la rupture de 2001, lors de la deuxième intifada, nous n'avions plus de relations diplomatiques ou semi-diplomatiques visibles, mais de façon souterraine. Les choses se faisaient dans l'ombre. Moins visibles. Les relations étaient là, aussi bien sur le plan commercial, sur le plan touristique. Beaucoup de milliers d'Israéliens se rendaient au Maroc, comme ils le font aujourd'hui, et notamment sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, on parle de sécurité de façon plus ouverte, avec ces visites sensationnelles de notre ministre de la Défense, du chef d'état-major marocain. Je pense que, comme l'a dit très justement Jamal, ça serait renforcer Hamas dans sa position et renforcer l'Iran. L'Iran qui est en fait celui par qui le scandale arrive et qui veut porter atteinte aux accords d'Abraham. À travers son soutien également au Front Polisario, il faut le rappeler. Donc, je pense que ça résistera pour ces raisons. Ouais. Alors depuis le début de la guerre, les familles des otages sont évidemment dans l'urgence. Et le 3 novembre dernier, Olivier Abekassis, le Forum des familles d'otages et de disparus à Gaza a transmis cette missive au roi Mohamed VI. C'est un appel à l'aide demandé par ces familles. Oui, exactement. Dans cette lettre, c'est toutes ces familles qui implorent le souverain chérifien d'intervenir dans ce très lourd dossier de détention. 236 otages sont toujours détenus
par le Hamas depuis le 7 octobre. Les familles espèrent en tout cas que leur appel trouvera un écho favorable. Voici d'ailleurs un extrait de ce courrier adressé donc au roi Mohamed VI. 242 personnes, c'est un courrier qui a été envoyé le 3 novembre, comprenant des bébés, des enfants, des mères, des pères et des grands-parents, dont plusieurs de confession juive d'origine marocaine, sont toujours captifs à Gaza. Le Maroc, sous la direction sage de Sa Majesté, a toujours prôné une politique d'ouverture permettant aux juifs marocains en Israël de maintenir des liens étroits avec leur patrie. Cette approche a renforcé les relations familiales au-delà des frontières et des circonstances politiques. C'est le chef du bureau de liaison israélien, David Govrin, qui a partagé cette lettre. Alors il faut savoir à l'heure qu'il est que de nombreux des otages sont de confession juive, on l'a dit, d'origine marocaine. C'est aussi le cas des personnes qui ont été assassinées le 7 octobre dernier. Parmi les 341 personnes massacrées lors du festival Nova, 61 Marocains étaient d'origine marocaine. Il faut savoir aussi, Cyril, que 800 000 Marocains, on en a parlé il y a quelques instants, vivent en Israël. C'est la deuxième plus grande communauté de Marocains qui vit à l'étranger, selon le site web du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et tous, évidemment, eh bien, ils ont une histoire commune, plus longue, plus forte, avec les Marocains de confession musulmane, que ces derniers n'en ont avec les Palestiniens vivant à Gaza ou tout autre arabo-musulman. Et voici d'ailleurs les noms de ceux que le Hamas, que Daesh de Gaza a assassinés. Vous reconnaîtrez certains noms de familles qui sont sans doute similaires aux vôtres, des noms comme Al-Fassi, Ammar, Azoulay, Biton, Waknin, qui apparaissent sûrement, qui apparaissent sur votre écran. Et dans leur appel, évidemment, eh bien, les familles soulignent le rôle unique du Maroc, plus particulièrement celui du roi Mohamed VI en tant que chef du comité Al-Quds de l'organisation de la coopération islamique dans cette promotion de la paix, de la stabilité dans la région. Et enfin, je terminerai par ce forum qui rappelle que les paroles du père de Mohamed VI, le roi Hassan II, qui disait qu'un juif marocain à l'étranger n'est pas un citoyen perdu, mais un ambassadeur de son pays. Ouais. Mouna Izdine, est-ce que le Maroc peut répondre favorablement à cette lettre adressée par les familles des otages? Est-ce que le Maroc peut jouer un premier rôle dans la médiation pour la libération des otages? Complètement. Vous devez savoir qu'il y a le forum des familles des otages, qui est une initiative purement citoyenne à but humanitaire. Il n'y a absolument aucun officiel ou aucun diplomate derrière cette initiative. C'est-à-dire, on espère que le gouvernement marocain répondra et que notre souverain répondra, qu'il pourra intercéder en faveur de ces otages, qu'ils soient d'origine marocaine ou pas, auprès du Qatar. Et on espère que de la même façon, le gouvernement marocain interviendra pour aider les Marocains qui sont toujours bloqués à Gaza au niveau du passage de Rafah. Et ça, c'est ce qui est formidable au Maroc. Ça montre qu'il y a à la fois des juifs et des musulmans qui font appel à leur souverain pour les aider et pour jouer un rôle dans la paix et dans le rapprochement des peuples dans la région. Ouais. Yehuda Lancry, est-ce que effectivement le Maroc peut jouer ce rôle de médiation? Les pays signataires plus largement des accords d'Abraham peuvent jouer un rôle dans la recherche d'abord de la libération des otages, évidemment, dans la recherche d'un cessez-le-feu peut-être, alors qu'on voit plutôt à l'action le Qatar, l'Égypte, plutôt que ces pays nouveaux partenaires d'Israël. Historiquement, le Maroc, comme on le sait, a toujours été aux avant-postes de la médiation, confère le grand travail de Sa Majesté Hassan II, le père du souverain actuel. Et dès la signature des accords entre le Maroc et Israël, Sa Majesté Mohamed VI a appelé le président Mahmoud Abbas pour lui indiquer que la cause palestinienne était là et que le Maroc, le moment venu, interviendra pour faire progresser la paix entre Israël et les Palestiniens. Maintenant, Mahmoud Abbas c'est une chose, le Hamas c'est une autre. Ce ne sont pas les mêmes leviers d'influence. Mais comme vient de le dire Madame, le Maroc a des relations avec le Qatar, avec les Émirats. On retiendra la dernière déclaration du Premier ministre de Bahreïn qui a condamné le Hamas ouvertement
et qui lui aussi fait appel à un cessez-le-feu, au respect des droits de l'homme, du droit humanitaire. Le Maroc va dans ce sens. Ouais. Son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a présenté un plan marocain en 5 points le 21 octobre au sommet de la paix du Caire, où justement il était question de favoriser l'avènement d'un cessez-le-feu, de respecter évidemment les conditions humanitaires, à même le terrain, et d'aboutir à la solution des 2 États que le Maroc soutient. Ouais, et on rappelle que le roi du Maroc est également commandeur des croyants et président de la commission Al-Quds, commission de Jérusalem, au sein de la Ligue arabe. Jamal Amir, vous avez beaucoup travaillé sur le judaïsme marocain. Est-ce que vous pensez que la défiance du Maroc envers l'islamisme et les liens historiques avec le peuple juif seront finalement plus forts que la guerre à Gaza ? Écoutez, les liens avec le peuple juif, oui, sont forts et depuis longtemps, ils sont inscrits dans la Constitution, ils sont inscrits dans l'histoire, ils sont inscrits dans les faits. Tant au Maroc qu'en Israël, on a tendance à l'oublier. Le plus grand saint de la religion juive en Israël, le plus fréquenté, c'est un saint né à Rissani au sud du Maroc qui s'appelle Baba Saleh et qui est enterré à Netivot, à 1 heure au sud de Tel Aviv, sans parler des 800 000 Marocains et sans parler de toute cette culture marocaine aujourd'hui qui fait partie de la culture et de la vie israélienne, comme ce qui est juif fait partie de la culture marocaine. Et défier l'islamisme radical, c'est une nécessité on va dire, de sécurité. L'islamisme à la Hamas ou à la iranienne, c'est pas quelque chose qui est fait pour la stabilité, l'intégration régionale. Mais il faut, je pense, l'islamisme, c'est clair, n'est pas un ami de la stabilité, mais il faut aussi construire la stabilité par ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Nous en avons souvent parlé. Moi, dans mon livre, j'en parle. J'ai un chapitre, vous savez, qui est consacré aux points faibles et aux points forts de la relation Maroc-Israël. Et à un moment, je rappelle que c'est bien de travailler sur les relations judo-musulmanes au Maroc, c'est bien de développer des relations bilatérales entre le Maroc et Israël dans tous les domaines, et ceci est valable dans tout le cadre des accords d'Abraham en général, mais ce serait se bercer d'illusions si croire que travailler sur ces 2 axes va nous épargner ou épargner aux politiques et aux diplomates de travailler à la solution à 2 États ou à la solution de la satisfaction des revendications légitimes du peuple palestinien qui est sans État. Et c'est ce à quoi on revient maintenant. Malheureusement, il aura fallu le drame, le massacre du 7 octobre pour que une solution israélienne revienne sur la table. C'est la politique, c'est le Proche-Orient de ces dernières décennies, malheureusement. Nous en faisons tous partie, mais il faut espérer qu'aujourd'hui les bombardements ne durent pas très longtemps. Il faut espérer également que l'on n'assiste pas à une forme de Nakba de Gaza qui serait catastrophique pour tout le monde. Là, ça pourrait devenir un peu difficilement contrôlé. Et il ne faut pas oublier, dernier point, tout simplement que les accords d'Abraham et la normalisation, c'est bien, mais l'objectif supérieur à la normalisation entre le Maroc et Israël, entre Israël et Bahreïn, entre Israël et les Émirats, et demain peut-être entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'est bien sûr l'intégration régionale, la prospérité, etc. Mais le but ultime de ce processus, et je pense que l'ambassadeur Lankri est d'accord avec moi, c'est la paix israélo-palestinienne. Et puis voilà. Mouna Ezdil, vous êtes d'accord avec ce que dit Jamal Amir? L'avenir des relations israélo-marocaines passe par une solution politique avec les Palestiniens? Je dirais que je rejoins Jamel sur ce point-là. En tout cas, je pense que le Maroc doit garder sa position d'équilibre. C'est-à-dire, c'est une position qui a toujours été la sienne. Maintenir les liens avec sa diaspora juive,
améliorer les relations avec Israël sur tous les plans et en même temps travailler à une solution politique au conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire on ne peut pas nier la souffrance des uns et des autres et il faut que le Maroc continue à jouer son rôle de médiation pour aboutir à une solution politique et diplomatique qui va éviter des guerres et des violences à l'avenir. Yehuda Lancry, on se souvient il y a quelques mois de cette déclaration de Nasser Bourita qui disait vouloir reporter le forum du Negev, d'une part suite à l'embarras face au gouvernement israélien le plus à droite que n'ait jamais connu l'histoire politique d'Israël, et aussi parce qu'il voulait élargir ce forum aux Palestiniens. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Est-ce que c'est visionnaire? C'est montrer la détermination du Maroc pour faire rallier les Palestiniens à la dynamique de paix. Je pense que ce forum est quelque chose de très important et que s'il arrivait effectivement, avec l'accord des parties prenantes, d'abord les Palestiniens dans ce forum, ça serait un pas en avant tout à fait remarquable. Il est difficile d'en parler à l'heure actuelle, mais il faut savoir se faire réellement les visions pertinentes pour l'avenir, parce que ce conflit va durer un certain moment, il va prendre fin, il y aura peut-être une période de transition, mais il faudrait aller de l'avant et avoir des projets de paix aussi consistants que possible. Et le Maroc est un partenaire tout à fait indiqué pour ça. Merci Yehuda Lancry, Jamal Amiar à Tanger, Mouna Izdine à Rabat, Olivier Abekassis, merci d'avoir été avec nous en direct sur i24 News. On arrive déjà à la fin de cette émission consacrée à l'avenir des accords d'Abraham. Tout de suite, un nouveau journal présenté par Dora Ben Sapir.